Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 septembre 2020, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot. C'est fait, Luis Enrique est arrivé à Marseille. En quête d'un attaquant, l'Olympique de Marseille aura donc trouvé son bonheur au Brésil. Ce bonheur a un prix entre 10 et 12 millions d'euros. Souvenez-vous ce que disait de lui André Villas-Boas la semaine dernière en conférence de presse. C'est un petit joueur de 18-19 ans qui va arriver, un joueur pour travailler, qui peut jouer dans les trois positions d'attaque. C'est pas un attaquant de référence. Veut dire pas qu'on soit fermé ici. Mais oui, c'est un pépite, comme vous dites souvent, et j'espère qu'il va arriver avec un bon état d'esprit, qui va nous aider cette saison. Et bon, on attend après les choses médicales et tout ça pour vous confirmer le deal. Alors c'est qui ? Eh bien, Luis Enrique a à peine 18 ans. Il jouait à Botafogo, club de la banlieue de Rio, au Brésil, dans lequel il était prêté depuis 2 ans par son club formateur. Botafogo, ça vaut quoi ? Ils ont terminé 15e au classement la saison dernière. Enrique a disputé la moitié des matchs possibles en championnat, sans marquer. Son surnom, le Mbappé brésilien. Ouais, bon, enfin ça, ce sont les supporters de son ancien club qui le disent. Sauf que voilà, des pépites brésiliennes, on en a vu passer en Ligue 1. Les supporters du Paris Saint-Germain vous en parleront. Everton, Sousa ou Reinaldo, Luis Fabiano ou Severino Lucas à Rennes, Cafu ou André à Bordeaux. Enfin bon, pour nous en parler, on va tendre le micro à quelqu'un qui l'a vu jouer, Marcelin Chamoin. Bonjour Marcelin. Bonjour. Marcelin, tu es journaliste, tu suis le football brésilien pour le mag Lucarne Opposé. On va parler un petit peu avec toi donc de cette arrivée du côté de Marseille de Luis Enrique. L'année dernière, à Botafogo, Luis Enrique n'a quasiment pas joué avec les pros. Il a surtout performé cette année, juste avant le Covid. Oui, il a fait juste 2 matchs en fin d'année, en 2019, dans le championnat national. Et puis après, il était directement titulaire en 2020. Donc d'abord dans le championnat Carioca, donc c'est le championnat seulement avec les clubs de Rio. Donc c'est un niveau un peu plus faible que le championnat national. Et ça permet aussi aux jeunes joueurs d'avoir du temps de jeu et de se développer. Il était plutôt bon dans le championnat Carioca. Et ensuite, le Brésil est passé sur le championnat national où là, il a joué 5 matchs. Il n'a pas marqué. Et aussi 4 matchs de la Coupe du Brésil. Donc c'est vraiment depuis cette année qu'il a fait ses débuts en professionnel. Pour parler de son profil, Marcelin, Luis Enrique, c'est plus qu'un véritable neuf, c'est surtout un joueur de côté à la base. Oui, il a commencé un petit peu à droite. Maintenant, il joue plus à gauche. Mais c'est vrai qu'avec ses qualités, c'est plus un ailier, donc c'est un droitier, donc il peut jouer surtout sur la gauche, mais il a pas vraiment joué en neuf avec Botafogo. C'est vraiment un joueur de couloir, puisque son jeu est surtout basé sur le dribble. Tu penses qu'il pourra quand même dépanner dans l'axe à Marseille ? Sur quelques matchs, oui peut-être, mais ça me semble un petit peu dangereux de vouloir le mettre en neuf, puisqu'il va devoir déjà s'adapter à un nouveau pays, un nouveau championnat. C'est pas évident pour des Brésiliens, surtout il est très jeune, il n'a pas encore 19 ans. Donc rajouter une adaptation à un nouveau poste, ça me semble un peu compliqué. Surtout qu'après, dans ses qualités, j'avais dit, c'est surtout le dribble. Il n'a pas encore vraiment des réflexes d'avant-centre, manque de qualité dans la finition. Donc je le vois plutôt sur un côté quand même si éventuellement il peut jouer en neuf. Alors justement, tu me parles de ses qualités. Les journalistes qui suivent le foot brésilien comme toi vantent ses qualités de dribble et de percussion. Oui, c'est ça, il a vraiment un mélange de puissance, de vitesse et de technique. C'est vrai, quand il a le ballon, il dégage une certaine puissance et ça lui permet de dribbler. C'est un joueur qui aime bien de partir d'assez loin sur le terrain pour faire des différences individuelles. Il aime beaucoup aussi mettre des petits ponts, mais ouais, c'est vraiment le dribble, je pense, sa qualité première. Le dribble, la vitesse, on en pense quoi, Marcelin, de ce transfert au Brésil ? Au Brésil, pour les supporters de Botafogo, je pense que ça a été quelque chose de possible, parce qu'ils avaient besoin de vendre. Après, il est vu comme un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. On parlait aussi à l'OM de Marcos Paulo. Elle fait partie de la même génération. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs au Brésil qui sont talentueux.
Lui, c'est le premier. Il y a eu Régnier aussi, qui est parti au Real, qui est maintenant prêté à Dortmund. Mais c'est l'un des jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, donc on attend de voir ce qu'il va donner en Europe. On parlait de son nombre de matchs tout à l'heure, Marcelin. Finalement, Luis Enrique, il a que 19 matchs pro dans les jambes. C'est une expérience qui quand même pose question pour un club comme Marseille. Ouais, je pense que au début, il va falloir être assez indulgent avec lui, parce qu'il y a très peu d'expérience, surtout que sur ces 19 matchs en 2020, il y en a la moitié dans le championnat Carioca. Donc ça permet encore moins de se faire une idée, parce qu'on a vu beaucoup de joueurs qui ont déjà brillé sur une édition du championnat Carioca et qui n'ont pas forcément confirmé ensuite dans le Brasileirão. Lui, il n'a pas eu encore l'opportunité de confirmer. Donc c'est vrai que même au Brésil, il y a beaucoup d'interrogations, surtout qu'il n'a pas non plus joué en sélection de jeunes avec le Brésil. Donc il y a vraiment juste ces 21 matchs en pro pour se faire une idée. Donc l'OM a payé un potentiel en somme. Ouais, c'est ça en fait. Les 12 millions d'euros, ça peut sembler assez cher. J'en ai vu plus 7 ou 8 millions d'euros. Mais après, c'est un joueur qui peut en valoir 30 ou 40 millions dans 2 ou 3 ans s'il s'adapte bien. J'ai pris l'exemple de Richard Alisson qui a fait aussi des débuts rapides au Fluminense, qui avait fait un an à Watford où il avait pu faire une première expérience européenne satisfaisante, et qui est aujourd'hui un joueur cadre d'Everton. Donc je pense que c'est un petit peu le modèle à suivre. Mais c'est vrai que 12 millions, ça peut sembler assez cher, mais Marseille paye le potentiel d'un bon joueur. On a entendu tout à l'heure Marcelin, André Villas-Boas, lui donner ce surnom de pépite avant même qu'il n'arrive, puisque c'était la semaine dernière. C'est peut-être pas non plus lui faire de cadeau à Luis Enrique. Ouais, je suis d'accord, c'est que ça met une pression sur les épaules d'un jeune joueur qui me semble assez inutile. Il y avait aussi la présentation là de Marseille en parlant du set de Garrincha au Botafogo. C'est vrai que je pense qu'au début, comme il faut pas en attendre énormément, je pense être plus un joueur remplaçant qui peut entrer en cours de match ou être titulaire sur des matchs un peu moins importants. Et c'est vrai que parler de pépites, mettre beaucoup d'attentes, c'est pas forcément lui rendre service. Merci beaucoup Marcelin. Merci à vous. On te retrouve sur Lucarne Opposée, et puisque t'en parlais, tu vas sortir aussi bientôt une biographie de Garrincha, c'est ça? Oui, c'est en effet une biographie de Garrincha aux éditions Lucarne Opposée, aussi peut-être le premier livre qu'on va lancer. Eh ben on va lire ça avec plaisir Marcelin. Bon, on verra bien ce que ça donne, il vient juste d'arriver, le temps de s'acclimater, de faire la connaissance de son coach et de ses coéquipiers. En plus, il est légèrement blessé au pubis. Luis Enrique passera peut-être une tête dans 10 jours sur la pelouse de l'OL dans le cadre de la 6e journée. Allez, dans un instant, focus sur la rencontre de la soirée. Ce soir, 21h, en ouverture de cette 5e journée, Nantes se déplace sur la pelouse du LOSC. D'un côté, des Canaries qui restent sur un match nul, arraché à la Beaujoire face à l'AS Saint-Etienne après avoir été menés 2-0. 2 nuls, une victoire, une défaite pour les Canaries en ce début d'exercice et une 14e place au classement au bout de 4 journées. De l'autre, les Lillois, toujours invaincus cette saison en championnat et qui restent sur un nul frustrant sur la pelouse de l'Olympique de Marseille, et des Lillois qui comptent bien repartir de l'avant à domicile. 2 victoires, 2 nuls et une 5e place pour l'instant au classement. Le LOSC, c'est un peu en plus la bête noire des Canaries ces dernières années. 5 victoires consécutives des Lillois à domicile contre le FC Nantes. En ce qui concerne les compos, pas tellement de changements côté Lillois par rapport aux 11 alignés le week-end dernier par Christophe Galtier. Après sa bonne performance en tant que titulaire dimanche dernier au Vélodrome et après son petit coup de pression à son coach, Luis Araujo pourrait bien encore une fois démarrer titulaire, jouer les premiers rôles au détriment d'un Jonathan Iconé qui est toujours là, mais qui devrait démarrer cette rencontre sur le banc. Renato Sanchez, qui a fait son retour dans le groupe la semaine dernière et qui a disputé 10 petites minutes au Vélodrome, devrait lui prendre la place de Boubakary Soumaré, celui dont ça pourrait être le dernier match sous le maillot lillois devrait débuter sur le banc. Devant, le duo Jonathan David-Yilmaz. Pour ce match, l'entraîneur Christophe Galtier sera privé du portugais Cheka, blessé. Côté nantais, pas de changement majeur non plus, si ce n'est qu'Imran Louza a purgé sa suspension et devrait donc reprendre sa place au milieu. Derrière, malgré la fébrilité défensive affichée de ces Canaries en début de saison, Christian Gourcuff a quand même choisi de faire confiance aux mêmes hommes, à savoir la charnière Palois-Girotto dans l'axe, Apia côté droit, Fabio côté gauche. Rendez-vous donc 21h à Pierre-Mauroy, vous pourrez retrouver le résumé de cette rencontre et tous ses buts en quasi direct sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats. Allez, on passe à notre déclat du jour, elle est signée Florian Thauvin.
C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui est une grosse bite. Faut pas avoir la grippe. Ni la gastro. C'est ça qu'a dit. Coup de gueule du Marseillais ce matin dans les colonnes de l'Équipe. Dans un entretien en longueur, Thauvin s'est confié sur sa blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Il s'est confié également sur son retour en forme, mais aussi sur son avenir. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 27 ans a évoqué avec franchise sa situation personnelle et une prolongation qui tarde et qui semble provoquer une certaine frustration chez lui. Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes, j'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du Monde 2018. Après, chacun sa façon de travailler et je respecte tout le monde. Voilà ce qu'a déclaré donc ce matin Florian Thauvin. Le message envoyé à sa direction est assez clair. Une situation qui pousse d'ailleurs le joueur à envisager de partir libre à la fin de la saison. J'ai pas d'autre choix que d'y penser. Je n'ai pas de proposition de contrat de Marseille. Quand je discute avec ma femme, ma mère ou mon conseiller, la réalité est qu'au mois de juin, je suis sans club. Voilà donc ce qu'a déclaré Florian Thauvin ce matin dans les colonnes de l'Équipe. Marseille, une bande un peu désorganisée. Allez, focus maintenant sur les autres rencontres de cette 5e journée de Ligue 1. Rennes va à Saint-Etienne demain à 17h, choc de co-leader. Metz, qui a enfin lancé sa saison par une première victoire face à Reims la semaine dernière, se déplace au Vélodrome samedi 21h. Dimanche 13h, c'est Bordeaux qui reçoit des Niçois corrigés par le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Des Niçois privés en plus de Youssef Attal, blessé. À 15h dimanche, un Montpellier très en forme en ce début de saison se déplace sur la pelouse de Dijonais à l'Agonie. Dernier du classement, seule équipe du championnat à n'avoir pris aucun point en 4 journées. Pour l'instant, Alfred Gomis est toujours à Dijon et c'est tant mieux pour eux. Brest va à Angers, c'est le match qu'il faut regarder ce week-end, je vous dis pourquoi dans un instant. Au même moment, Lens va aux Costières, des Lensois qui restent sur une belle victoire face à Bordeaux, mais qui devront faire 104 de leurs joueurs. Seko Fofana, Clément Michelin, Cheikh Traoré et Charles Bolly sont forfaits pour ce match. Toujours dimanche après-midi, c'est Strasbourg qui se déplace à Monaco dans un Louis II dont l'entrée sera limitée à 1000 personnes en raison de la situation sanitaire. Et deux équipes qui ont beaucoup à prouver. Le Racing s'est incliné 3 fois en 4 matchs et est actuellement 18e au classement, avec 7 buts encaissés contre 2 seulement marqués. Le début de saison est bien compliqué pour les hommes de Thierry Loret. Les Monégasques ont eux aussi sans doute à cœur de se rattraper après cette défaite la semaine dernière au Roazhon Park et ce retournement de situation des Rennais. Lyon va à la rencontre de promus lorientais dans le dur qui viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives qui ont sombré le week-end dernier dans le derby face à Brest et qui vont devoir être beaucoup plus solides défensivement. Lyon de son côté, après un début de saison bien poussif, a donc quand même quelques raisons d'espérer d'aller chercher cette victoire au Moustoir. Et enfin, dimanche soir, Paris a l'occasion d'enchaîner sur la pelouse de Reims. Des Rémois qui se sont fait éliminer au tir au but hier soir par Fehervar, club hongrois. C'était au 3e tour de qualification de Ligue Europa. Alors avec 4 défaites, 1 nul et 1 victoire, toutes compétitions confondues depuis le début de saison, les hommes de David Guillon sont dans une mauvaise dynamique. Côté parisien, on a enfin bien lancé sa saison en championnat. Mbappé est revenu le week-end dernier. Et je vous rappelle que Di Maria est suspendu, donc si vous l'avez dans MPG, c'est foutu pour 4 matchs. Allez, tout de suite, je vous parle de la rencontre que vous devriez regarder ce week-end. La rencontre que vous devriez absolument regarder, c'est dimanche, 15h, Angers reçoit Brest. Laissez-moi au moins le temps de développer mes arguments. Attention, suspense. Alors déjà parce que Brest, c'est très plaisant. Depuis le début de saison, Olivier Dalloglio a fait de cette équipe une formation joueuse, ambitieuse, qui veut vite engranger des points pour s'assurer du maintien. Ensuite, parce qu'Angers n'a jamais battu Brest à domicile en Ligue 1, pourquoi pas ce week-end ? Parce que ce match, c'est le Charbonnico. L'attaquant brestois s'était d'abord révélé à Angers, avant de quelques années plus tard vivre sa meilleure période à Brest. Pour l'instant, Gaëtan Charbonnier, c'est 48 buts en 103 matchs sous les couleurs brestoises. Parce que c'est le bon match pour parier, quoi que vous choisissiez, vous gagnerez de l'argent. Alors nul, victoire angevine ou victoire brestoise, de belles cotes qui méritent qu'on s'y intéresse. Parce qu'on aime Stéphane Moulin, voilà, tout simplement. Parce que Steve Mounier, Steve Mounier, son intégration express à Brest est assez incroyable. Impliqué dans les 3 buts brestois le week-end dernier, l'ancien Montpelliérain est déjà très à l'aise.
Parce qu'on pourrait revoir Rachid Alioui sur un terrain de Ligue 1 et ça fait plaisir. Oui, bon, je sais, ça semble très peu probable. Absent depuis fin juillet pour raison médicale, l'attaquant du SCO a repris cette semaine. Il suit un programme personnel de réathlétisation. Même si on ne le reverra pas crampon au pied face à Brest, on a quand même bon espoir de l'apercevoir en tribune. Parce qu'à Angers, toujours, on aurait dû voir Romain Thomas, mais en fait non. Alors qu'il était censé revenir de suspension, eh bien le milieu du SCO s'est blessé à la main jeudi matin à l'entraînement. Il pourrait être de nouveau absent plusieurs semaines. Bon allez, j'espère vous avoir convaincu. On en reparle lundi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Bon match et bon week-end. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve lundi.